Marisol Touraine, nous avons été rejoints par Farida Setiti qui s'est rendue en Picardie avec Pierre-Antoine Durand pour voir comment fonctionnaient les médecins dans cette région où il y a véritablement un désert médical. Donc là, tu auras, je ne sais pas si tu le feras, mais tu auras tout ce qu'il faut pour suturer. Ici, en région Picardie, le docteur Lebois a bien de la chance. Agathe, jeune interne, va de temps en temps le remplacer. Un confort qui manque cruellement à ses confrères. Une chance qu'il doit d'une part à ses fonctions de maître de stage et à la maison de santé pluridisciplinaire qu'il a créée il y a 7 ans. Et pour faire venir des confrères, il a dû agir sans aucune aide publique. Seules les structures publiques peuvent être appelées à être aidées. Une structure privée ne bénéficie d'aucune subvention. Donc c'est ma banque qui m'a avancé la somme nécessaire, 500 000 €. Voilà, j'ai posé 500 000 € sur la table que la société qui est propriétaire rembourse tous les mois avec le loyer des praticiens qui y exercent. Donc c'est un risque qui est assumé à 100% par mois à titre privé. Aujourd'hui, le docteur Lebois souhaite développer sa maison de santé, mais aucune aide ne lui est consentie, ce qui provoque chez lui des craintes pour l'avenir. Je vois comment les choses peuvent se passer. L'État est capable, parce que ma structure n'existe pas officiellement pour eux, ils ne la reconnaissent pas, et ils sont bien capables d'aller en créer une à 5 km sous fonds publics. Et à partir de là, d'avoir une opposition, encore une fois, entre une structure privée et une structure publique. On y va tout droit. À Tricot, autre village de Picardie, le docteur Parisot y exerce depuis 28 ans. Pour lui, notre système de santé marche tout simplement sur la tête. Ses craintes sont l'isolement et le manque criant de médecins en milieu rural. Un exemple tout bête, j'ai quelqu'un qui rentre du travail. Il est 6h30 du soir, je suis surbooké, je n'ai pas le temps de le prendre. Il va aller où? Il va aller aux urgences. Donc ici, la consultation, c'est 23 €. S'il va aux urgences, le coût moyen d'un passage aux urgences, c'est 230 à 250 €. Et encore quand on n'appelle pas le SMU, où là, vous avez un trajet qui va minimum coûter 500 à 600 €. Pour éviter ces dépenses inutiles, la solution serait, selon ces médecins, de revaloriser la profession afin d'attirer les jeunes. En effet, au 1er janvier 2011, sur un peu plus de 5000 nouveaux inscrits à l'ordre des médecins, seulement 9,4% avaient choisi le secteur libéral. Un des intérêts au profit notamment de l'exercice salarié et plus particulièrement hospitalier, aussi bien chez les médecins généralistes que chez les spécialistes. Voilà, vous allez avoir l'occasion de répondre à tout ce qui a été dit par les médecins dans ce reportage. Farida, c'est à vous. Madame Touraine, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai été en Picardie parce que, comme vous le savez, c'est une région parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres où sévit donc la désertification. Alors, c'est vrai que généralement, ce sont les collectivités locales, communes, départements, régions, qui tentent de trouver des solutions. En revanche, du côté de l'État, il n'y a aucun plan global. Alors, face à l'urgence, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans l'immédiat, je dis bien? Je voudrais, si vous me le permettez, revenir un peu sur ce que vous venez de préciser. Contrairement à ce que j'ai entendu dans le reportage, dans la bouche du premier médecin qui était interrogé, il y a des aides publiques pour les maisons de santé privées. Une maison pluridisciplinaire de santé, elle fonctionne avec des professionnels privés. Alors, il peut y avoir, il n'y a pas systématiquement, mais il peut y avoir des aides de l'État, de la région, des collectivités locales, le conseil général par exemple, et la communauté de communes. Donc, comment ça se passe concrètement? Il y a l'estimation du projet. Juste une parenthèse, Madame Touraine. Il a dit juste qu'il a envoyé 4 balles à l'ARS qui ne lui a jamais répondu. Donc, non, mais il y a une estimation, une évaluation des projets. Si l'ARS n'a pas répondu, ça n'est pas satisfaisant comme façon de procéder. Mais il y a une évaluation des projets, il y a un plan dans les régions pour voir où sont les endroits où il est utile d'installer, d'implanter des maisons pluridisciplinaires de santé. Je peux vous le dire, dans mon propre département, plusieurs maisons de santé ont bénéficié de fonds publics et au cours des dernières années. Et donc, c'est quelque chose qui existe tout à fait. Alors, à partir de là, pour autant, il faut avoir une politique globale. Je crois qu'il est absolument nécessaire de le faire. Parce qu'au cours des dernières années, ces déserts médicaux se sont creusés, que l'on parle des hôpitaux de proximité ou que l'on parle des médecins libéraux. Et il est absolument nécessaire d'engager une politique résolue, globale. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. La première chose que je mets en place, c'est
l'engagement du président de la République que personne en France ne se trouvera à plus de 30 minutes de soins d'urgence. Ça fait 10 ans qu'on en parle, Madame Écoutez, là, nous le faisons. J'ai réuni le Conseil national de l'urgence hospitalière. Nous avons commencé à élaborer les premières mesures. Je vous en cite 2, très concrètement. Le déploiement de nouvelles antennes d'urgence mobiles, ce qu'on appelle les SMUR, ces camions que les gens que vous voient sur les routes. Et la deuxième chose, ça veut dire que c'est... Comment ça va fonctionner, ça? Ce sont des urgences qui se déplacent auprès des personnes et qui sont des antennes. Dès lors qu'il y a une évaluation. On me dit que ça coûte entre 500 et 600 euros. Il y a un coût. Lorsque l'urgence est nécessaire, on fera en sorte de répondre à l'urgence. Je ne suis pas en train de vous dire que répondre aux besoins d'urgence de nos concitoyens se fait sans engagement financier. Évidemment, il y aura un engagement financier. La deuxième solution, ce sont les médecins correspondants du SAMU. Ce sont des médecins libéraux, généralistes, qui sont formés et qui travaillent en correspondance avec le SAMU et qui peuvent prendre le relais des médecins non spécialisés en attendant que des unités plus lourdes interviennent. Donc cela, c'est la première orientation que nous avons. La deuxième orientation, elle est inscrite dans le projet de loi sur la sécurité sociale, dont la discussion commence dans quelques jours à l'Assemblée nationale, et elle concerne le soutien à l'implantation de médecins libéraux ou non, mais de médecins libéraux dans les territoires ruraux. Une mesure, par exemple, le soutien aux jeunes médecins qui s'installent à travers la création de postes de ce que l'on a appelé des praticiens locaux de médecine générale, 200 postes en 2013, qui leur permettront de s'installer dans de meilleures conditions. Mais évidemment, il faudra que ça s'inscrive dans un plan plus général, plus global. Mais quand même, Madame Touraine, il y a une question qui se pose, c'est le revenu du médecin. Écoutez. Il faudrait que j'ai par exemple une secrétaire à temps plein. L'informatique, c'est pareil. Il y a plein de choses que je voudrais faire, mais que je ne peux pas faire. Là, il faudrait vraiment une franche revalorisation, mais là, il ne faut pas rêver. Alors, le docteur Parisot n'est pas le seul dans ce cas. Le problème se pose également pour les médecins qui exercent en ville. Quand on sait qu'ils ont fait 10 ans d'études, qu'ils travaillent 6 jours sur 7, avec des horaires complètement... Je vous assure que beaucoup travaillent, donc beaucoup. Des horaires à rallonge. Est-ce que vous estimez qu'un acte à 23 €, c'est suffisant? Un médecin généraliste en France, en moyenne, a un revenu, une fois qu'on déduit ses charges sociales et ses charges liées à l'activité, à un revenu de 71 000 € par an. C'est les derniers chiffres dont nous disposons. Je ne dis pas que c'est inadapté ou inopportun compte tenu de la durée des études, de l'implication, de l'engagement de ces médecins, mais on ne peut pas considérer que ce soit un revenu qui soit faible. Il y a même des spécialistes qui ont des revenus inférieurs. Alors, à propos des plafonnements que vous voulez instaurer dans les revenus, au sujet des dépassements dont on a parlé tout à l'heure, il y a les internes et les chefs de clinique qui sont furieux parce qu'ils disent que vous voulez en réalité les dissuader d'aller s'installer. On écoute l'une des chefs de clinique qui exerce dans la banlieue parisienne. Madame la ministre, bonjour. Aujourd'hui, via les négociations conventionnelles, vous proposez un plafonnement de ces dépassements d'honoraires. Vous savez que de telles mesures vont limiter drastiquement l'installation de jeunes médecins en libéral dans les années à venir. N'est-ce pas un risque considérable à prendre, compte tenu de la crise démographique médicale globale à laquelle nous allons devoir faire face sur tout le territoire? Et certains menacent de faire grève dans les hôpitaux si vous ne passez pas outre à vos projets. Je ne peux pas imaginer que des jeunes médecins, de futurs jeunes médecins, ne se préoccupent pas de la situation des patients et considèrent que leur installation est conditionnée au maintien de la poursuite, de la dérive à laquelle nous avons assisté au cours des dernières années. Parce que les Français, eux, disent très clairement qu'ils veulent que l'on mette un coup d'arrêt
à l'augmentation des dépassements d'honoraires. Si c'est au prix de ne pas trouver suffisamment de médecins. Qui représente 2,5 milliards si on dissuade les jeunes d'aller dans la médecine. Mais on ne les dissuade pas. On leur demande de mettre en place une maîtrise de leurs tarifs et de faire en sorte que les Français ne renoncent pas à des soins pour des raisons financières. Et sur cet objectif-là... Parce que vous nous avez donné un chiffre de revenu moyen tout à l'heure. Pour les généralistes, je ne vous ai pas donné de chiffres pour les spécialistes, dont vous imaginez parlons des qu'ils sont généralistes supérieurs. qui sont les premiers médecins que l'on rencontre. Ils disent, par exemple, les frais d'assurance. Maintenant, nous sommes obligés de nous assurer à des sommes faramineuses parce qu'on est l'objet de procès de la part de patients mécontents. Des aides ont été mises en place et franchement, je ne crois pas aujourd'hui que la question financière soit un obstacle à l'installation des médecins. Les jeunes médecins, ceux qui veulent être généralistes, disent d'ailleurs que leur préoccupation, leur volonté, c'est de pouvoir exercer dans un cadre qui soit différent de celui des généralistes antérieures. Ils veulent du travail en équipe, ils veulent effectivement avoir des secrétariats partagés et je crois que nous devrons engager dans la concertation sur la lutte contre les déserts médicaux, nous devrons engager une réflexion sur les modes de rémunération des professionnels de santé. Il me paraît souhaitable qu'une partie de cette rémunération soit désormais forfaitaire pour valoriser précisément le temps passé avec les patients, la prévention, l'accompagnement des patients. Ils vont être ravis. Alors, l'autre question que se posait le docteur Lebois, que vous avez entendu dans le reportage, mais comme d'autres de ses confrères, il dénonce la volonté de l'État d'opposer médecine libérale à médecine privée. On l'écoute. En 1990, j'étais président de l'internat de l'hôpital de Compiègne. Il y avait à l'époque un praticien, un PH dans les urgences et un interne de garde toute la journée. Aujourd'hui, les urgences de Compiègne, de mémoire, représentent 19 PH. 19 praticiens plein temps, plus les internes de garde, plus les internes en stage. Nous, avant que les urgences n'existent, les urgences étaient gérées par le milieu libéral et c'était très bien géré. Et aujourd'hui, la différence est que les urgences de l'hôpital phagocytent 80 ou 90% des urgences et que dans les cabinets libéraux, il n'y a plus d'urgence à gérer. Donc, Madame Touraine, pour lui, si les patients vont de plus en plus vers l'hôpital public et les urgences, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de médecins en libéral. C'est bien la raison pour laquelle il faut faire en sorte, d'un côté, de renforcer la médecine de proximité. Et je crois qu'il est absolument nécessaire de mettre en œuvre, c'est ce que je vous indiquais, une politique volontariste pour faire en sorte qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires, parce qu'on parle des médecins, mais il faudrait aussi parler des infirmières, des kinés, par exemple, en relation avec les pharmacies. Donc, il nous faut renforcer des pôles de soins de proximité et puis, non pas opposer, mais au contraire, mieux coordonner le travail entre ces médecins libéraux et l'hôpital public qui doit se recentrer sur ses missions à lui, qui sont la prise en charge des situations les plus graves et les plus difficiles. Mais justement, quand on entend, par exemple, François Hollande dire hier que, je cite, un coup d'arrêt à la dérive du marché libre doit être mis en place, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une volonté... le président de la République... République... une volonté de mettre fin à la médecine libérale? Non, le président de la République a indiqué cela à propos de la dérive des assurances et des contrats complémentaires qui sont proposés aux Français. L'enjeu est bien là, il est d'apporter une garantie de qualité à nos concitoyens et de ne pas laisser, au fond, la sélection des risques, de ne pas faire payer systématiquement beaucoup plus cher les patients en fonction de leur âge, de leur maladie ou de leur lieu d'habitation. C'est cela que voulait dire le président de la République, c'est cela qu'il a dit. Alors, et évidemment, il n'y a eu dans sa bouche à aucun moment, au contraire, de remise en question de la médecine libérale, puisqu'il a lui-même indiqué qu'il qu'il ne croyait pas à la coercition vis-à-vis des médecins libéraux et qu'il croyait à la liberté d'installation. Donc vous voyez qu'il s'est posé en défenseur aussi de la médecine libérale. Justement, je voudrais quand même insister sur ce point parce qu'il y a un soupçon qui règne parmi les médecins sur votre politique. Certains disent, bon, bah voilà, on voit les mutuelles qui sont prêtes à prendre en charge, dans le cadre de l'accord sur le dépassement d'honoraires, à prendre en charge une partie des frais qui, normalement, pourraient être remboursés par la sécurité sociale. Mais en échange, elles disent, mais alors, on pourrait mettre en place des réseaux de médecins. Et donc, j'ai entendu des médecins me dire, mais est-ce que, finalement, le gouvernement veut une organisation de médecine à la britannique où les mutuelles nous diront, voilà, vous allez consulter ce médecin-là, sinon vous ne serez pas remboursé? Certainement pas.
Certainement pas, parce que ça n'est pas le modèle français. Les Français sont attachés au choix de leur médecin et les Français sont attachés à pouvoir éventuellement changer de médecin. Donc ce procès est un faux procès, ce qui n'exclut pas que les mutuelles puissent avoir leur propre réseau. Ça existe déjà. Vous pouvez aller dans des centres de santé qui appartiennent à des mutuelles où vous voyez des médecins qui travaillent pour ces centres. C'est une question de liberté et de choix. Mais je veux m'élever contre ce que vous indiquez, c'est très important. À aucun moment, nous ne proposons la privatisation de la prise en charge des patients pour lutter contre les dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, il s'agit bien de renforcer la sécurité sociale, de renforcer la prise en charge par l'assurance maladie des Français qui vont consulter un médecin. Il y a des actes qui aujourd'hui sont pris exclusivement en charge par la sécurité sociale, par exemple des forfaits pour les médecins. Si les assurances complémentaires souhaitent et sont prêtes à s'engager dans cette voie-là, je pense que c'est une bonne chose, mais ça se fait en complément de l'assurance maladie, pas au détriment de l'assurance maladie. Dernière question, donc, Madame Touraine, concernant le tiers payant. Alors, tous les médecins disent que le tiers payant déresponsabilise les patients, parce que, mais il y a des abus, tout simplement. Est-ce que vous avez l'intention de revenir là-dessus ? Certainement pas. Le tiers payant est aussi ce qui permet à des patients en difficulté financière et à d'autres d'accéder à des soins. Si les urgences sont encombrées de personnes qui pourraient aller... Mais ce n'est pas la question de la CMU. Vous avez des personnes qui vont à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, on n'avance pas les frais. Et donc, je pense qu'au contraire, nous devons réfléchir à la manière de généraliser le tiers payant qui n'exclut pas que l'on indique aux malades combien a coûté sa consultation. Vous ne craignez pas les abus ? Je ne crains pas les abus, puisque de toute façon, lorsque les personnes sont malades, elles ont besoin d'être soignées. Merci. Farida. Séquence suivante, l'interview de BFM Business.